Je me tourne vers Fabien Gay. Est-ce qu'il est en ligne, Fabien? Bien sûr. Bonjour, Vous Fabien. m'entendez? Oui, je te donne la Bonjour, Monsieur le parole. Président. Bonjour Martine et Michel et merci beaucoup à nos intervenantes et intervenants. Alors j'ai bien entendu le président qui a dit pas de discours. Je sais que c'est pour moi, donc je vais faire très court. On a auditionné Monsieur Frouin lundi. C'était très intéressant et il a été assez honnête, je dois le dire. Il a dit j'ai fait ça, j'ai fait ce rapport dans un moment complexe, y compris parce qu'il y a des juridictions qui sont intervenues, il y a eu des arrêts. D'ailleurs, que quelques intervenants nient un peu. D'ailleurs, la loi, elle dit par exemple, elle a reconnu, la Cour de cassation, que ces travailleurs et ces travailleuses n'étaient pas des indépendants. Vous voyez, parce qu'il faut qu'on acte des choses. Et elle requalifie un certain nombre de choses, et pas qu'en France, en contrat de travail. Donc, il ne faut pas qu'on nie quand même ce qui vient de se produire et qui va continuer à se produire. Mais il l'a reconnu lui-même. Ce n'est pas satisfaisant pour ces travailleurs et ces travailleuses qui veulent plus de protection sociale et une autre rémunération, une meilleure rémunération, et puis pas satisfaisant pour les plateformes de travail, qui, elles, veulent sauvegarder un business et un modèle économique. Et d'ailleurs, la question que nous nous posons, c'est comment sauvegarder ce modèle économique et qu'on offre à ces salariés une meilleure protection sociale et un salaire. C'est ça la question. D'ailleurs, moi, je crois quand même, je vous le dis, que quand on parle business économique, business model, je pense qu'il y a une petite question autour de l'imposition quand même. Parce que nous sommes des législateurs. Et une grande multinationale, une transnationale comme Uber, il y a quand même une petite question d'impôt, qu'elle paye peu ou pas. C'est moins de 2 millions par an, grâce à une optimisation fiscale en passant par des paradis fiscaux, que sont le Pays-Bas, les Delaware et d'autres, les Bermudes. Bon. Donc moi j'ai une question, vous voyez, je ne fais pas long. Je crois qu'on a un détournement des mots pour en réalité sauvegarder ce business économique de ces grandes transnationales. Par exemple, ce ne sont pas des indépendants, mais des autonomes. D'ailleurs, M. Frouin le dit, ils ne choisissent pas eux-mêmes le statut d'auto-entrepreneur. S'ils veulent travailler avec une plateforme, je cite Uber parce qu'ils sont là aujourd'hui, mais ce n'est pas eux en tant que tels, qu'on s'entende bien. S'ils veulent travailler avec Uber, ils sont obligés de prendre le statut d'auto-entrepreneur. Statut d'auto-entrepreneur d'ailleurs, qui est un peu détourné. On ne parle d'ailleurs plus d'emploi, on parle d'activité. Et on ne parle plus salaire, on parle revenu. Pourtant, si on considère que les indépendants, pourquoi moi je dis par exemple que ce sont des salariés? Parce que si on est indépendant, et c'est sur ça que je voudrais vous entendre, on doit choisir sa clientèle, on doit choisir le prix qu'on fait pour exécuter sa tâche, et on doit choisir aussi, en réalité, quand on veut travailler, etc. Mais surtout, pourquoi vous êtes une plateforme de travail? C'est qu'il y a un lien de subordination pour deux choses. La première, c'est que vous pouvez connecter ou déconnecter quand vous le souhaitez ces travailleurs et ces travailleuses, notamment à travers la notation. Et puis, il y a la question algorithmique. Et si ce sont tellement des indépendants, ils devraient pouvoir avoir accès à cet algorithme qui n'est pas un ordinateur, mais qui est bien fait par des hommes et par des femmes qui détiennent le pouvoir et qui sont aujourd'hui ces grandes plateformes. Donc, voilà, j'aimerais vous entendre sur cette question parce qu'il y a un détournement des mots entre indépendance et autonomie. Et moi, je pense que ces travailleurs et ces travailleuses, ils veulent de l'autonomie, mais s'ils voulaient être indépendants, il faudrait qu'ils puissent avoir accès à l'algorithme, choisir leurs clients et choisir la rémunération à laquelle ils se payent pour pouvoir effectuer leurs tâches, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, j'espère avoir été assez court, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous ai dit 15 secondes. Juste, puisque je sais que c'est Hubert qui va répondre,
comment offrir une protection sociale si on ne requalifie pas ces travailleurs et ces travailleuses en salariés qui toucheront donc un salaire avec des cotisations qui ouvrent des droits, cotisations salariales et patronales, qui ouvrent des droits à la protection sociale et donc couvrent l'ensemble des risques, chômage, accident du travail, retraite, etc. Sinon, on n'offre pas une protection sociale s'il n'y a pas de salaire, et si on reste dans le revenu, c'est donc qu'on va vers un système assurantiel, mais ce n'est pas la même chose, et c'est encore dévoyer les mots, ça ne sera donc pas une protection sociale, mais un régime assurantiel. Mais si Uber souhaite continuer à avoir des auto-entrepreneurs, comment ils pensent pouvoir offrir une protection sociale sans salaire? Voilà, je vous remercie. Merci. Peut-être Madame Charpentier qui voulait répondre. Merci, allez-y. Monsieur le Président. À la première partie de la question, et peut-être c'est pas parce qu'une solution semble simple et évidente que c'est forcément la meilleure, et notamment parce que c'est simplement continuer à vouloir imposer le salariat à des indépendants qui nous disent et qui nous répètent qu'ils veulent rester indépendants. Sur le volet purement juridique, personne, et Uber certainement pas, ne nie l'existence de cet arrêt de la Cour de cassation, mais le constat que nous faisons, c'est que malheureusement, cet arrêt n'a rien résolu puisqu'il n'est pas suivi par les juges du fond, et la résistance est forte puisque la majorité des décisions qui ont été rendues postérieurement à cette décision en mars 2020 vont dans le sens d'un refus de requalifier les travailleurs en salariat. Et vous avez principalement la Cour d'appel de Lyon et la Cour d'appel de Paris qui ont rendu des arrêts extrêmement bien motivés, sachant que ça allait faire l'objet à nouveau d'un débat devant la Chambre sociale. Il faut aussi rappeler, et le doyen Huglot l'a parfaitement indiqué dans son commentaire d'arrêt, il a reconnu que c'était un arrêt peut-être bien plus politique que juridique. Pourquoi ? Parce qu'à ce jour, comme il y a une simple solution binaire, salariat ou indépendant, et qu'il n'y a pas de voie intermédiaire, ils se sont sentis forcés d'aller vers la voie du salariat pour deux raisons, et ils le disent: faire bouger et avancer plus rapidement le gouvernement sur ces questions-là, et envoyer un signal d'alarme aussi aux plateformes, et nous l'avons entendu, sur le fait que certaines pratiques devaient changer. Nous ne sommes pas restés sourds à cet appel, puisque nous avons, dès réception de l'arrêt, continué à renforcer des travaux qu'on avait déjà mis en place pour véritablement améliorer l'indépendance de ces travailleurs. Et pour vous donner des exemples, alors il y a eu un point qui a été traité par la LOM, c'est notamment toute la question des informations dont dispose le travailleur en amont de la proposition de course ou de la proposition de livraison. Maintenant, et grâce en partie à la LOM, et nous sommes aussi allés au-delà de la LOM, livreurs et chauffeurs ont toutes les informations nécessaires pour accepter et refuser. Quand je dis informations nécessaires, c'est le prix de la course, c'est la destination et c'est la durée de cette course, sans que, je le répète, un refus de ces courses n'entraîne une quelconque désactivation, comme on a pu l'entendre, puisque la LOM, à nouveau, rappelle que les plateformes doivent assurer et confirmer qu'il n'y aura aucune sanction pour ces travailleurs lorsqu'ils refusent des propositions sur ce point. Deuxième élément que je voudrais noter, c'est sur le fait que nous continuons, on entend parfaitement la problématique du prix comme une revendication qui revient de manière récurrente. Nous avons régulièrement des concertations avec les représentants des chauffeurs et les chauffeurs en direct. Alors aujourd'hui, ce ne sont pas des représentants au sens de demain comme nous les aurons dans les dialogues sociaux, mais en tout cas un certain nombre d'associations qui se sont formées aussi bien côté chauffeur que côté livreur. Et lorsqu'il y a des évolutions de grilles tarifaires, nous en discutons avec eux et nous échangeons sur ces sujets, ce qui a pu donner lieu à des
modulations de grilles tarifaires dans certaines villes. Et le dernier point, c'est pour vous donner un exemple assez concret de ce que peut donner le salariat lorsqu'on l'applique au monde des plateformes. Nous avons, dans le canton de Genève, en Suisse, été condamnés à ce que les livreurs soient salariés, non pas de la plateforme, mais soient salariés d'une société. Et donc, nous avons été obligés de n'utiliser sur la plateforme que des salariés de sociétés de gestion de flotte. Quelles ont été les conséquences immédiates? 75% des livreurs qui utilisaient notre application à Genève n'ont plus eu accès à l'application puisqu'ils n'ont pas été recrutés par ces sociétés de gestion de flotte, et les 25% restants sont bien évidemment devenus salariés et ont continué à exercer leur activité avec les contraintes du salariat qu'ils ne souhaitaient pas. Donc, pour avoir un exemple concret de ce que ça peut nous donner, et peut-être, Lorraine, je peux te permettre de continuer sur la formation. Oui, alors peut-être il y avait aussi un élément sur la question du management algorithmique, et je pense que c'est un élément essentiel. Qu'est-ce que c'est le management algorithmique? C'est quand un travailleur est monitoré dans son activité, quand sa performance est évaluée, et quand ses interactions avec le système ne passent pas par un humain, ou encore quand il n'y a pas de transparence sur la façon dont fonctionne cet algorithmique. Alors, je pense qu'il faut être assez honnête ici. Peut-être qu'auparavant, cette transparence n'existait pas, mais je voulais vous indiquer un certain nombre d'évolutions très concrètes qui ont eu lieu ces dernières années. D'une part, la loi Le Maire, qui oblige les plateformes, mais pas que, à communiquer sur leur site internet de manière transparente le fonctionnement de leur algorithme. Et c'est le cas. Au-delà de ça, Uber a publié des articles pédagogiques à destination des travailleurs sur le fonctionnement de son algorithme. De quoi parle-t-on ici? C'est notamment cet algorithme, en fait, qui est le cœur de notre technologie, qui va distribuer des propositions de courses à des chauffeurs et des livreurs. Et donc, ici, nous avons expliqué concrètement quels étaient les critères pour que ces propositions soient faites. Sur la question, donc ça c'est sur la question de la transparence. Sur la question de l'interaction avec le système, nous avons amélioré ces éléments pour que chaque chauffeur, chaque livreur puisse parler à une personne chez nous quand il a des problèmes avec l'application ou des problèmes dans son activité. La question de l'évaluation, la question de cette fameuse notation, évidemment, c'est important pour nous puisqu'on a besoin de garantir une certaine qualité de service pour les clients finaux. Mais en aucun cas, je le répète, cette notation, elle intervient dans le choix, dans les critères de distribution d'une course. Et je veux rappeler aussi que finalement, est-ce que la question, ce n'est pas tant cette question de la technologie plutôt que de la question de la prévisibilité, la question de la transparence pour le chauffeur et pour le livreur sur les raisons qui peuvent amener à une désactivation ou à une suspension. Et je pense que c'est vraiment là-dessus que les plateformes doivent travailler. Nous avons commencé, comme je le disais, en révisant nos procédures pour qu'un chauffeur, un livreur soit notifié plusieurs jours à l'avance quand on voit qu'il y a un comportement, quand il y a des actions qui nous paraissent difficilement compatibles avec les engagements des deux parties dans notre contrat commercial. Il y a une information de raison et aussi des informations sur les procédures de contradictoire finalement. Et nous avons mis en place des revues des cas qui posent problème. Nous avons mis en place un comité d'appel au sein de l'activité de chauffeur VTC. Ce comité d'appel est constitué de pairs, donc de chauffeurs, qui vont être en mesure de réévaluer
ou de revoir le cas d'un chauffeur qui aurait été désactivé et de donner leur avis sur ce dossier. Là encore, je dois aussi mentionner que la réglementation est passée par là, puisque vous avez un règlement européen qui a été mis en œuvre l'été dernier en France, qui s'appelle Platform to Business, et qui demande à ce que les plateformes, et donc pas que les plateformes d'intermédiation comme les nôtres, mais par exemple aussi Amazon, donnent les raisons exactes, par exemple du déréférencement ou de la désactivation d'un travailleur, et proposent aussi des procédures de médiation. Et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, sur cette question de prévisibilité et de transparence pour les travailleurs. Merci. Madame Chagny, peut-être sur l'aspect social et juridique en quelques mots. Et après, Économique. On va continuer avec nos rapporteurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais effectivement reprendre le fil sur l'autonomie et l'indépendance, en lien avec la question posée par le rapporteur Gay. En fait, c'est un point que Mme Charpentier vient d'évoquer. Le mot-clé, c'est quand même le prix. La meilleure garantie pour un indépendant d'être indépendant, c'est d'être émancipé économiquement et donc d'être en capacité d'avoir un prix suffisant de sa prestation de service. Et ça, c'est un point qu'avait parfaitement saisi Jean-Yves Frouin dans le rapport et qu'on retrouve complètement dans le rapport. C'est-à-dire que ce n'est pas le statut et l'assimilation au salariat qui garantit le fait qu'on dégage un revenu décent de son activité. Un salarié, un indépendant qui est rattaché, ou en tout cas qui est affilié, donc qui est assimilé salarié, comme le proposait le rapport Frouin, à une coopérative d'activité d'emploi ou au portage salarial, doit dégager ses revenus lui permettant de financer sa propre protection sociale. Et c'est pour ça que Jean-Yves Frouin, le rapport Frouin, avait poussé le raisonnement jusqu'au bout en disant mais en fait il faut aussi permettre d'avoir quelques dispositions impératives, et donc il avait prévu une rémunération minimum. Et dans le dialogue social, il prévoyait effectivement de négocier au-dessus de cette rémunération minimum. Donc c'était quand même considérer et admettre l'idée que ce n'est pas parce que vous êtes assimilé salarié, et donc vous avez un statut de salarié, que vous êtes en capacité de faire valoir suffisamment de rapports de force pour dégager des revenus d'activité suffisants. Et d'ailleurs, c'est là un des points de dissensus que nous, on a dans notre analyse des propositions du rapport Frouin, c'était qu'en gros, il y avait l'idée dans le rapport de dire, en quelque sorte, on va créer des rapports de force. On va donc, via la Fédération des coopératives d'activité d'emploi ou via le PEPS, pour le portage, créer une masse suffisante pour être en capacité de négocier et donc aussi d'amener un partage de la valeur, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, entre la plateforme, donc qui accepterait une baisse de la commission, peut-être le consommateur qui accepterait, pourquoi pas, effectivement, à partir du moment où on envisagerait la possibilité que le consommateur aussi accepte de payer un prix un petit peu plus élevé pour certaines prestations, et puis le travailleur, qui doit effectivement bénéficier d'une rémunération minimum, et les frais de gestion du tiers sécurisateur. De fait, le rapport n'a pas été jusqu'au bout, mais ça amène réellement le fait qu'on est là dans un contexte où se pose la question du partage de la valeur pour qu'effectivement un travailleur puisse dégager des revenus d'activité suffisants, ce qui passe nécessairement par la case d'un prix décent. Ça m'amène à l'objet du financement de la protection sociale, et en particulier à un débat important dont on n'a pas fait état de manière très, je dirais, publique dans le contexte de la task force, qui est le fait qu'initialement faisait partie des objets de dialogue social tels que proposés dans le rapport Frouin, la protection sociale complémentaire. Or, il se trouve qu'en fait, les collectifs qu'on connaît bien se sont battus pour que ce point-là... Les collectifs de travailleurs de plateforme. Travailleurs de plateforme, pardon, oui, se sont battus pour, et donc, Mathias est très bien placé pour le savoir, pour retirer cette dimension-là des objets de dialogue. Et pourquoi l'ont-ils fait ? Non pas parce qu'ils renonçaient, et parce que ils renoncent à une protection sociale et que c'est ça leur désir. Non. Ils l'ont fait parce qu'en fait, ils considèrent que pour eux, un indépendant, c'est quelqu'un qui est en capacité de financer sa propre protection sociale et donc de dégager un revenu d'activité qui lui permet de financer aussi sa protection. Ça n'exonère pas
de penser qu'on a effectivement une discrimination au regard des allégements de cotisations sociales patronales entre un indépendant et un salarié pour un SMIC. C'est vrai que moi, j'entends parfaitement l'argument qui consiste à dire « moi, je suis indépendant, j'ai un niveau à peu près de brut au niveau du SMIC, moi, je ne bénéficie d'aucun allègement et toute ma protection, je dois la financer moi-même ». Et j'en terminerai par un dernier point. Attends, juste sur ce point, Pardon, oui. l'idée c'était de ne pas ajouter à une dépendance économique une dépendance sociale qui serait liée au fait que la protection sociale soit dépendante de la plateforme. Et j'en termine par un dernier point qui est l'annexe 4 du rapport de Jean-Yves Freund ou de la page 123 qui donne un certain nombre de critères permettant de définir le travail indépendant. Il se trouve que le prix n'est pas dans ces critères-là. Et pour une raison simple, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est extrêmement puissant dans le rapport de Jean-Yves Freund, c'est qu'il est totalement cohérent. Mais qu'en fait, c'est une sorte de Mikado dans lequel, quand vous enlevez un élément du Mikado, il y a beaucoup d'autres dimensions du puzzle qui sont affectées. Or, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est parce que la question de la rémunération et donc du socle minimum de rémunération, elle est fixée ailleurs par des dispositions impératives dans le rapport. Et donc, si on n'a pas en tête le fait que la définition qui est proposée dans le rapport, dans l'annexe 4, est complètement corrélée et imbriquée dans toutes les autres propositions, et y compris dans le fait de mettre en place des dispositifs permettant aux travailleurs de dégager des revenus décents, on passe à côté de ce qui est dans ce que l'annexe 4 propose comme la définition du travail indépendant.